On a des parcours de vie différents, une éducation différente, et la manière de se comporter de nos parents avec nous ont contribué à faire de nous qui nous sommes. Si je vous disais que dès notre enfance, nous avons été conditionnés à ne pas prendre de risques, à rester dans une zone de sécurité, à respecter les règles et à redouter plus que tout le fait de faire des erreurs, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Pourtant, je ne fais pas partie des personnes qui croient que c'est la génétique ou encore notre éducation qui définit qui nous devons être. Si on passe la première partie de notre vie à apprendre et à répéter les comportements qu'on voit chez nos parents et nos proches, arrive un moment où on prend, tôt ou tard, nous-mêmes nos propres décisions par rapport à ce à quoi on croit. L'environnement dans lequel on évolue a une grande influence sur la personne qu'on est. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, notre environnement et les personnes qui nous entourent jouent un rôle majeur dans la construction de notre force mentale. Que ce soit en bien ou en mal. Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir été entouré de personnes bienveillantes qui m'ont appris à remettre en cause les choses et à ne pas hésiter à contester le statu quo dans un domaine. C'est très certainement grâce à cet environnement que j'en suis là aujourd'hui et je ne saurais jamais vous remercier comme il se doit. Débuter un podcast audio alors que j'avais aucune connaissance en la matière ne m'a pas fait peur. Construire un site web 3 fois différemment en ayant zéro connaissance de base non plus. Prenons un exemple. Est-ce que vous pourriez me donner un des points communs entre le fait de se préparer à des questions de l'auditoire quand on présente les grandes conclusions d'un projet important et le fait de s'entraîner par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, la nuit ou tout ça ensemble? C'est le processus de conditionnement ou la préparation si vous préférez. Se mettre dans la peau de l'auditeur qui va nous poser la question qu'on redoute le plus, c'est anticiper l'approche que vous aurez et la réponse que vous allez lui donner. S'entraîner, même quand on n'en a pas envie, faire les entraînements les plus difficiles, même quand la météo n'est pas idéale, va forger notre caractère et se préparer à l'éventualité que les choses ne se passeront pas comme prévu le jour de la compétition. Dans le processus, on aura grandement augmenté notre confiance en nous. Quand on débute la course à pied, ou qu'on reprend après une longue pause, il y a plein de freins comme le fait de ne pas savoir comment s'y prendre. Nos enfants en bas âge ont besoin de nous et notre conjoint ne va pas s'en sortir si vous partez vous entraîner. On a peur du regard des autres. On n'a pas envie de commencer maintenant alors que c'est l'hiver. Et après on trouve qu'il fait trop chaud pour commencer, etc., etc. Ces éléments et d'autres font qu'on n'est pas serein et ça renforce la procrastination. Pourtant, il ne tient pas à grand chose de faire évoluer votre état d'esprit. En décomposant les obstacles et en y allant étape par étape, aidé par les bonnes personnes, vous pourrez accomplir des choses incroyables. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons, avec mon invité, vous parler de préparation mentale, du rôle de notre entourage et de comment l'environnement dans lequel on a grandi et où on évolue a une immense influence sur votre confiance en vous. Nous vous proposerons également des exercices pratiques que vous pourrez faire pour améliorer votre confiance en vous et vous permettre de briser les barrières mentales qui vous séparent de vos objectifs. Faites attention, dans le processus, vous pourriez également savoir qui sont vos vrais amis. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Ma chère Michèle, bienvenue, comment vas-tu ? Merci pour ton accueil. Écoute, je vais très bien. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas revus. On avait enregistré l'épisode numéro 8, sauf erreur, qui était destiné à parler un peu de ta vie, à ton changement de vie. Comment ça se passe depuis ?
Ben, il y a eu pas mal de changements, Oui. mais ça se passe très bien. Mhm. J'ai évolué dans le sens de mes coachings, enfin de ce que je propose. Mhm. C'est beaucoup plus dans le mental maintenant. Il y a Mhm. toujours tout ce qui touche à la perte de poids, mais je pars vraiment sous l'angle du mental en premier, parce que je remarque que c'est ça qui a le plus d'impact dès le départ. Mhm. Et pour faire cette introduction à la préparation mentale, comment est-ce que tu t'y es pris? Comment t'es venue l'idée? Alors en fait, je me suis toujours un peu intéressée au mental Mhm. et j'avais l'impression que c'était une immense chose à apprendre et qu'il y avait des formations partout et Mhm. que je ne savais pas du tout par quoi commencer. Et un jour, je suis tombée sur une formation de préparation mentale et puis j'ai eu un appel découverte avec la personne et quand il m'a expliqué de quoi il s'agissait, j'ai vraiment remarqué qu'en fait ça venait appuyer sur tout ce que je faisais déjà jusqu'à maintenant, et puis que ça allait me permettre d'avoir encore plus d'outils, Mhm. donc de pouvoir être encore plus efficace dans mes coachings et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé. Si on prend quelqu'un que tu suis, quelqu'un que tu commences à suivre, que tu commences à coacher, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a cette composante mentale enfin, il y a une composante mentale qui entre en ligne de compte, indépendamment du fait que cette personne, elle veut me perdre du poids, parce elle me parle, elle me raconte une histoire, et puis je me dis qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, et puis il faut aller gratter, il y a peut-être des problèmes dans son travail, il y a peut-être des problèmes dans sa vie personnelle, etc. Donc, c'est quoi la clé pour détecter justement que quelqu'un a besoin d'un coaching mental plutôt qu'un coaching physique avec un plan d'entraînement? Alors pour moi, c'est quand la personne me dit qu'elle veut perdre du poids, mais qu'elle n'a pas vraiment une vraie raison. Ou que sa raison, en fait, elle veut perdre du poids, mais qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi. Mhm. Et pour moi, c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qui joue pas. Et ça, c'est certainement lié, je dirais, à la société dans laquelle on vit actuellement, où il y a des codes partout. On doit être bon au travail, on doit être bon à la maison, sans forcément savoir pourquoi. Et des fois, effectivement, on peut se sentir en décalage. Et j'imagine que tu as dû le percevoir aussi avec les gens que tu suis. Oui, exactement. Et c'est un peu comme le sport aussi, quand on doit faire du sport, on dit qu'il faut faire du sport, et les gens entrent là-dedans. On doit faire du sport, et au final, on doit faire du sport, il n'y a pas le plaisir dedans. Mhm. Donc c'est vraiment de remettre du sens, autant dans une perte de poids, et de trouver les vraies raisons pourquoi elle veut perdre du poids, et de faire passer justement la perte de poids en un peu secondaire, parce qu'au final, elle vient pour l'urgence d'une perte de poids. Mhm. Et puis quand on creuse un peu plus, elle se rend compte qu'en fait le problème il est ailleurs, et puis qu'elle veut que la perte de poids devient secondaire et moins urgente, Mhm. et c'est hyper intéressant. Mhm. Bah, ça tombe bien parce que le thème du jour, c'est la préparation mentale. Oui, Du coup, on va décortiquer, je dirais, la préparation mentale. On entend parler à toutes les sauces quand il y a un échec à une compétition sportive ou quand il y a un échec au travail. On dit toujours, ouais, le mental n'a pas été, ça n'a pas tenu. Quand il fait un burn-out, le mental n'a pas tenu. On en parle à toutes les sauces. Et oui, l'idée, c'est de faire aujourd'hui une petite introduction à la préparation mentale pour se rendre compte que justement, effectivement, c'est pas uniquement dans le monde du travail auquel on est confronté, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire déjà nous-mêmes pour travailler notre mental. Il y a une influence des personnes qui sont autour de nous, donc que ce soit notre entourage professionnel, familial, les amis. Et puis, il y a aussi des mécanismes dans lesquels on peut rentrer qui vont faire que progressivement, on va commencer à broyer du noir. Et là, on va parler de quelques signes d'attention qui pourront nous permettre justement de révéler les warnings pour qu'on se dise, tiens, attention, là, je suis en train de perdre pied. Ou alors, à nos proches, de pouvoir aussi réagir s'ils se rendent compte qu'on est en train de perdre pied. On va voir quelques exercices pour améliorer notre self-esteem. À la fin, tu m'as parlé d'un cadeau. De quoi s'agit-il? alors le cadeau que j'ai prévu pour les personnes qui vont écouter cet épisode de podcast, c'est un coaching de 30 minutes que j'offre. Donc un coaching durant lequel en fait je vous donne des idées d'amélioration sur votre problématique que vous avez actuellement. Et puis en fait cet échange il a lieu par téléphone ou alors en visio. Et puis pour en bénéficier, en fait il faut juste m'envoyer votre mail et puis m'expliquer ce qui coince.
Je mettrai le lien vers ton mail dans la description de l'épisode, donc regardez tout à la fin de l'épisode, il y aura l'adresse email de Michel. Merci infiniment en tout cas. Avec plaisir. D'offrir ce cadeau. Du coup, on va tester tes compétences en préparation mentale dès à présent avec une description, je dirais, de ce que c'est la préparation mentale et pourquoi on n'a pas besoin d'être un athlète d'élite pour avoir recours à ce genre de méthode. Oui. Ben déjà, la préparation mentale, elle est souvent associée au sport, parce que c'est comme ça qu'on en parle, très souvent. Mais en fait, c'est bien plus que ça. La préparation mentale, elle permet de travailler de manière spécifique les habiletés mentales, c'est-à-dire la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la gestion du stress, gestion des émotions aussi. Notamment, il y a encore d'autres choses. Et puis, on voit justement là que ça ne touche pas uniquement le sport, mais également le fonctionnement des personnes dans leur vie de tous les jours pour la rendre encore plus belle et plus belle. Clairement, tu as parlé de confiance en soi, de stress, de gestion des émotions. Ça rentre clairement dans le monde du travail hyper stressant dans lequel on évolue. Oui. Donc, si on arrive à gérer nos émotions durant une préparation sportive, il y a des mécanismes qu'on va réussir à mettre en place aussi dans le cadre du domaine professionnel. Oui, tout à fait. Donc, tu es en train de nous inciter toutes et tous à faire du sport. Merci. Exactement. Prendre soin de soi en même temps, de son mental. Oui. Donc, pour donner un exemple un peu plus préparation mentale, dans mes coachings, actuellement, je suis une personne maintenant depuis une année. Elle est venue pour une perte de poids à la base. C'est pour ça qu'elle m'a contactée. Et puis, moi, j'ai compris tout de suite que la perte de poids, ça allait pas être ce qui allait la rendre mieux dans sa vie, mais que c'était vraiment au niveau mental, qu'il y avait un travail urgent à faire pour qu'elle puisse se sentir mieux rapidement et que la perte de poids, ça allait être secondaire sur le moment. Mais qu'on allait quand même prendre en compte la perte de poids pour la suite, parce que c'était quand même aussi une question de santé, donc c'est aussi important. Et puis rien qu'en ayant remis de l'ordre dans son mental, ça lui a permis de se sentir mieux et puis de mieux appréhender la suite par rapport à son poids. Donc c'est aussi pour ça que je reviens toujours sur le mental en premier, parce que ça permet vraiment de mettre une bonne base pour ensuite pour une perte de poids ou même pour ensuite autre chose, pas forcément, là je prends l'exemple de la perte de poids. Et puis là ça fait maintenant 12 mois que je la suis et puis elle a perdu 10 kilos et puis sa vie elle a vraiment plus rien à voir avec avant, autant physiquement que mentalement quoi. C'est une autre personne. Non mais c'est impressionnant. J'ai démarré avec elle était déprimée, presque limite dépressive et maintenant elle vole quoi. Non mais c'est assez fou et même moi je trouve ça, il y a un petit côté magique quand même. Ça n'a rien à voir avec la magie, c'est le talent. Voilà, oui. Et puis la préparation mentale, ça a vraiment un impact très fort sur ce qu'on peut travailler avec les gens. Et puis en fait, la perte de poids, ça a été la conséquence de tout ce qu'on a mis en place au début. Oui. Tu parlais d'analyse. C'est quoi tes outils d'analyse? Tu discutes avec quelqu'un et tu te rends compte que la perte de poids, c'est l'arbre qui cache la forêt. Comment est-ce que tu t'y prends pour déceler ou faire parler les gens, faire dire ce que les gens ils disent pas? C'est pas évident d'expliquer parce qu'en fait je le fais assez instinctivement, avec beaucoup de discussions. C'est vraiment plus je discute avec la personne, et en fonction de ses réponses je rebondis, et en fonction de tout ça, en fait ça me donne moi des pistes assez claires sur ce qui coince. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme ça, j'ai pas vraiment une méthode que je suis, c'est vraiment de l'écoute et puis de l'intuition, du ressenti, et, de voir parce que c'est un peu toujours les mêmes choses qui ressortent chez les gens. C'est un peu toujours l'être humain, il fonctionne très souvent de la même manière. Et c'est toujours les pressions extérieures ou la manière dont les gens se sentent perçus par les autres, ou c'est quand même comment les gens ils se perçoivent eux-mêmes? C'est un peu des deux. C'est aussi les gens, très souvent je trouve ont une image faussée d'eux-mêmes, surtout les femmes au niveau du poids. Et puis c'est souvent un chiffre sur la balance qui détermine si elle est trop grosse ou pas. Alors que pour moi, c'est pas ça du tout. C'est les codes de la société actuelle. Exactement, ou qui l'IMC qui est trop haut, trop bas, mais alors qu'on peut avoir un IMC
plus bas que la moyenne, mais être en super santé, et aussi être plus haut que la moyenne en IMC, puis d'être bien aussi. Après, je dis pas quand il y a vraiment des soucis, des dangers au niveau de la santé, là c'est un peu différent, mais on a quand même encore de la marge. Si on prend par exemple l'IMC d'un lutteur, Oui. Il sera en bonne santé, il fera 120 kilos, mais son IMC sera pas très joli à voir. Exactement. Donc ça c'était le truc pour détruire l'IMC, parce que je déteste ce chiffre. Oui, ouais, puis en plus il vaut rien en fait, c'est un truc qui vaut rien, ils ont mis ça en place, puis c'est devenu une référence, mais en fait ça joue pas. Et il y a des personnes qui ont des morphologies très fines, voire maigres, elles sont en dessous. Moi j'ai mes filles, elles sont en dessous depuis la naissance, depuis tout le temps. Mais voilà, elles sont en bonne santé, c'est juste la morphologie qui est comme ça, et puis voilà. Pas rentrer dans la psychose de vouloir justement absolument être dans la norme, parce qu'on est tous uniques. Exactement. Puis après, la norme, c'est quoi ? Donc ce qui est important dans la préparation mentale, c'est de prendre en compte 3 choses. Et ça fonctionne de nouveau pas que dans le sport. Il y a les émotions, les pensées et le comportement. C'est vraiment 3 éléments qui fonctionnent ensemble. Les 3 éléments ont un impact les uns sur les autres. Donc l'idée, c'est d'être conscient de ça. Par exemple, de se dire, si j'ai cette pensée, je vais avoir telle émotion et tel comportement. Et ça peut être vraiment un jeu à faire sur soi-même. Suivant le comportement qu'on a, de se dire, qu'est-ce que j'ai eu comme émotion ou comme pensée, et si je change ma pensée, en fait, ça va influencer l'émotion et le comportement. Et en fait, c'est presque comme un jeu. On peut vraiment voir ça comme un jeu. Et puis après, si je prends un exemple plus concret, qui m'est arrivé à moi quand j'ai fait ma préparation pour mon examen de coach sportif il y a quelques années, je devais apprendre tous les noms des muscles profonds et superficiels, donc il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a bien plus de 200. Et puis j'avais déjà décidé que j'arriverais jamais à tous les apprendre, que j'étais trop vieille pour ça. J'avais 40 ans, pour moi c'était vraiment, j'étais la plus vieille de la volée. Je me suis dit déjà d'entrée que j'allais jamais réussir à retenir tout ça, c'était des noms tellement bizarres en plus. Et puis en fait, du coup mes émotions n'ont pas été très positives, et puis le comportement que j'ai eu, c'est que j'ai procrastiné sur tout ça. Et puis après quelques semaines, j'ai voulu abandonner, parce que je voyais qu'en fait ça allait pas. Puis finalement j'ai changé d'état d'esprit, donc aussi mes pensées, et puis les émotions et le comportement, et puis j'ai décidé que moi aussi j'allais réussir à apprendre tous ces noms de muscles. Puis j'ai repris confiance en moi, et j'ai commencé à apprendre les muscles les uns après les autres. Puis après, en fait, j'ai vu que j'y arrivais. Du coup, ça m'a encouragée à continuer. Puis ça montre vraiment que le mental, il est hyper puissant dans beaucoup de situations, autant de manière positive que négative. Et puis autant dans une activité sportive ou pas. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur entre le moment où tu t'es dit non, je vais pas y arriver, je vais abandonner, et puis le moment où tu t'es dit que tu allais quand même essayer? J'ai eu une discussion avec ma fille. Je lui ai dit, je crois que je vais tout lâcher. Puis elle m'a dit, mais non maman, essaye. Et là je me suis dit, allez, je vais faire ça pour elle. Je vais vraiment me redonner les moyens pour elle. Et je lui ai promis que j'allais apprendre mes noms de muscles. Et voilà en fait. Puis ça a vraiment switché mon mental. Ça a switché. Oui, d'où l'importance d'une aide, d'où l'influence et l'importance des gens extérieurs, de la famille, des amis, dans justement ces processus mentaux qui font qu'on arrive à surmonter un obstacle. Exactement. Donc là, tu as parlé de quelque chose de très positif, que ta fille, elle t'a justement remise sur les rails. C'est surprenant parce que d'habitude c'est l'inverse qui est censé se passer. Mais il y a également aussi un côté un peu plus négatif peut-être au niveau de l'influence de notre entourage, que ce soit l'entourage professionnel, familial ou les amis, au niveau de la confiance en soi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui indirectement des fois ils nous font des petites remarques ou ils nous font des réflexions qui font que petit à petit on commence à perdre un peu la foi en nous-mêmes et puis on commence à rentrer dans des spirales négatives. Exactement, ouais. L'entourage, ça peut avoir vraiment une immense influence sur notre confiance en soi, comme tu viens de le dire. Et si on côtoie avec des personnes qui ont elles-mêmes pas confiance en elles, qu'elles le montrent tout le temps, qu'elles sont négatives, surtout mal dans leur vie, en fait, moi j'ai juste envie de vous dire, sauvez-vous, quoi. Sauvez-vous si vous le pouvez, parce que ça peut vraiment avoir un impact, même inconsciemment, sur nous. Et,
C'est pas forcément des remarques acerbes, c'est peut-être des choses petit à petit dans la durée qui font que à la fin on sent qu'on n'est pas à la hauteur, quoi. Ouais, puis on les intègre et puis Mhm. on les conscientise et puis après on crée un comportement qui va avec ça. Mhm. Et puis après, si on prend par exemple le côté professionnel, si on se donne beaucoup de peine dans son travail, que notre chef ou nos collègues pointent tout le temps les petites choses qui sont pas assez bien, au lieu de mettre en avant parce qu'on fait de bien, ou bien alors juste de parler ce qu'on peut améliorer, si on veut vraiment venir sur les choses à améliorer, plutôt dire que c'est pas bien, voilà ce qu'on peut améliorer, et forcément on va finir par manquer de confiance en nous et puis à la longue remettre aussi en question toutes nos compétences. Donc ouais, après il y a aussi le cadre familial comme tu l'évoquais au début. Après c'est beaucoup plus délicat je trouve parce que surtout quand on parle des parents, parce qu'on est quand même très proche de ses parents en général, c'est eux qui nous ont éduqués selon leurs croyances, selon ce qu'ils pensaient que c'était bien de faire, aussi selon leurs expériences, ce qu'ils ont entendu. Donc avec tout ça ils ont créé l'éducation, ils nous ont dit tout ce qu'ils nous ont dit. Mhm. Et puis même si on n'est pas forcément d'accord avec eux, avec leur fonctionnement, on les aime, puis on a envie d'être aimé aussi. Mais on passe quand même une immense partie de notre vie avec eux, à les écouter, à les imiter, et puis on finit très souvent par fonctionner un peu comme eux. Et puis c'est des choses qu'on va garder en nous par la suite et qui peuvent nous pénaliser au niveau de la confiance en soi. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens. Si c'est un environnement qui est vraiment on pousse en avant, vraiment positif, ça aura un impact sur la confiance en soi, mais au niveau positif. Mhm. Donc, ouais. Après, moi, si je prends un exemple de moi, de mon enfance, en fait, mon père, il a toujours pointé ce que je faisais de pas assez bien, au lieu de valoriser ce que je faisais de bien, parce que oui, je faisais quand même des choses bien. J'en suis persuadé. Et puis, par exemple, si je prends les notes, si je ramenais 8 bonnes notes et puis une en dessous de la moyenne, en fait, il allait pointer la note en dessous de la moyenne. Si j'avais que des bonnes notes et une remarque d'un oubli de cahier, il allait pointer la remarque. Et c'est vrai que ça donne vraiment... Ouais, en fait, je trouve que c'est très rabaissant, très dévalorisant. Puis c'est des choses... après, je trouve qu'on a peur, dès qu'on fait une erreur, en fait, on a peur des répercussions. Alors que les erreurs, ça fait juste partie de la vie. Et puis au lieu de comprendre pourquoi il y a eu une note en dessous de la moyenne, je trouve pour moi c'est plus productif. Après, je pense qu'ils n'ont pas appris à faire ça comme ça. Puis ils ont fait de leur mieux. Et voilà, mais après, moi, ça m'a permis de travailler sur ma confiance en moi. Donc j'avais des exercices à faire pour moi. Ouais, Je travaille encore maintenant. Hein. Mais c'est vrai que je pense que la confiance en soi, c'est un peu un travail de toute une vie, mais qui est très intéressant à faire. Et... il y a aussi l'école, parce que l'école, on y passe quand même beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Et puis à l'école, de nouveau, on compte tout ce qui est faux. Toujours, on pointe ce qu'on n'a pas fait juste, les fautes, et on ne compte pas tous les justes qu'on a fait dans une dictée, on va compter toutes les fautes. Et en fait, je trouve qu'on nous formate un peu d'une certaine manière à voir le négatif. Et puis, voilà, ma manière de voir les choses, c'est pas la bonne façon de faire. Après, on peut pas refaire tout le système scolaire, ce serait un peu compliqué, mais ce serait nécessaire. Et puis les profs aussi peuvent être très rabaissants et puis laisser des traces par la suite, même si donc on nous dit ouais, en fait toi tu seras pas fait pour faire des grandes études ou des choses comme ça, puis après nous on intègre ça et puis on va y croire, puis indirectement on va faire des actions qui vont nous prouver qu'on n'est pas fait pour des études, alors que très souvent c'est pas du tout le cas. C'est très juste. Les deux exemples dont tu as parlé, pour les parents et pour l'école, je pense que ça parlera à énormément de monde. Oui. Ça me parle à moi aussi. Alors, mes parents n'ont jamais été méchants. Quand justement j'amenais des notes qui étaient en dessous de la moyenne, ce qui pouvait arriver, c'était effectivement le fait de pointer. Alors, avec le recul, moi je le prends comme ça, mais le fait de pointer sur ce que j'aurais pu faire mieux, c'est leurs moyens. En tout cas, mes parents ont toujours fait en sorte que je finisse pas comme eux. C'est pas méchant, mais ils estimaient qu'ils ont galéré, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient dans leur vie, alors ils voulaient absolument qu'on fasse mieux qu'eux. Et pour eux, à chaque fois qu'il y avait un résultat qui était en dessous de la norme de ce qui devait être, c'était un problème parce qu'on était en train de prendre le mauvais chemin. Ah, ouais, d'accord, ouais. Il y avait difficilement, si tu veux, la nuance.
Oui, et là de nouveau, bah, c'est selon les croyances, Ouais, l'expérience bien sûr, des bien parents sûr. et indirectement ça se reporte sur nous, Mhm. enfin sur les enfants. Absolument, hein. Et c'est vrai que c'est assez délicat parce qu'on pense bien faire Mhm. et sur le moment, bah oui, on fait bien, Mhm. mais on pense pas à tout ce qu'on va garder en nous par la Ouais, suite. ouais. Et moi je dis toujours ben, que bah, les parents ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient Mhm. sur le moment et on peut pas leur en vouloir pour ça. Mhm. Et au lieu de leur en vouloir, plutôt de se dire, ok, ben, ça s'est passé comme ça, maintenant qu'est-ce que je peux en faire? Puis vraiment rebondir et évoluer dans le sens positif. Mhm. Et puis ben, moi je pense que c'est jamais trop tard pour augmenter sa confiance en soi. Puis il existe ben, des techniques assez puissantes pour ça. Mais ça demande du travail, mais c'est possible. Mhm. Bah, pour en revenir de nouveau enfin, à la perception, que ce soit à l'école ou parents, et le fait qu'ils sont fait du mieux qu'ils pouvaient, il y a aussi une partie perception de soi-même, parce qu'il y a des gens qui disent bah, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire... c'est dommage, t'étais à ça, d'avoir une bonne note, etc. Puis effectivement, ils font abstraction de ce qui est pas bon. Mais il y a un truc que je me rappellerai toujours, et c'est peut-être ce qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est que ça me donnait une serrage. Quand je me rendais compte justement que ils voyaient les choses, le verre toujours à moitié vide, alors je me suis promis justement de toujours faire mieux, Ah de ouais, toujours faire en sorte de faire mieux qu'eux. Pas par vanité ou quoi que ce soit, mais c'était aussi un moyen de leur démontrer que bah, j'étais capable de faire mieux qu'eux, mhm. d'être meilleur, même s'ils m'ont quand même grandement aidé en m'offrant la chance d'avoir accès à l'éducation, et puis, etc. Mais je dirais, je me suis alimenté de Ouais. ce genre de choses-là. Et dans le monde Mhm. du travail, et que ce soit dans la vie de tous les jours, moi je suis quelqu'un qui est jamais, enfin, je suis jamais autant créatif que dans la difficulté. Ouais, ça c'est C'est génial. quand je passe des sales moments ou des sales journées de travail. Alors ce moment, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout, faut pas me parler. Par contre, le lendemain, je me relève et puis, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer d'une manière différente par rapport à ce qu'on m'a dit hier ou à ce que j'ai fait hier pour montrer justement que j'ai su analyser, synthétiser et manger ce que les gens ils m'ont dit, digérer pour pouvoir aller au-delà. Et du coup, la perception de soi, elle est extrêmement importante. Oui. Donc, c'est quoi les mécanismes qui font que, justement, quand il y a des gens qui nous disent quelque chose, on peut en tirer quelque chose de positif aussi. Ben, ouais, c'est comme tu disais, ben, c'est comment on se perçoit. Ça va avoir un immense impact sur notre confiance en soi. Et puis, bah, si on a une image négative de nous, bah, forcément, on va manquer de confiance en soi et vice-versa. Mm. Et bah, ce que tu disais juste avant, c'est intéressant parce que bah, je pense que toi, tu as senti que tes parents, ils te voulaient pas du mal. Mm. Enfin, qu'ils voulaient vraiment, que c'était vraiment pour te propulser. Oui. Et, et moi, dans mon environnement, ben, c'était vraiment. Tout Oui. était. Enfin, moi, j'ai vraiment perçu ça vraiment Oui. négatif, rabaissé, parce que c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Et c'est hyper intéressant de voir justement les deux cas de figure aussi Mhm. par rapport à ça. Et puis, ben, en fonction de comment on se perçoit, on va développer des mécanismes, se raconter une ou bien des histoires auxquelles on va croire. Et puis, on va finir par se comporter comme la personne qu'on pense être. Et puis, ben, la plupart du temps, ben, en fait, on n'est pas cette personne. On s'est juste créé un personnage selon notre réalité, et notre passé et nos expériences. Et je trouve assez fou comme on est capable de se créer son personnage Mhm. vraiment à nous tout seuls, qui est complètement faux en fait, mais qu'on pense qu'il est juste. Et puis, donc pour moi, je trouve intéressant de demander à des personnes de confiance de notre entourage comment elles nous perçoivent. C'est bien souvent là qu'en fait on découvre un immense décalage entre comment on se perçoit et comment les autres nous perçoivent. Et ça, je trouve que c'est un bon exercice. J'en reparlerai un peu plus tard aussi, un peu plus en détail. Mais ça peut permettre de remettre les choses en place pour autant qu'on croit qu'on croit ce que la personne nous dit. Mhm. Et puis de commencer une nouvelle réflexion sur nous-mêmes. Moi, j'ai fait cet exercice. Il n'est pas super confortable parce que écrire à une personne Hello, je fais un exercice et j'ai besoin de savoir comment tu me perçois. Enfin, c'est un peu bizarre pour la personne qui reçoit le message. Oui. Après, si on lui explique le Oui. contexte, elle comprend très bien. Mais ouais, alors c'est vraiment un exercice que je conseille parce qu'il est vraiment intéressant et ça permet vraiment de nous voir sous un angle
un autre angle. Et puis on est assez surpris en fait de comment les gens nous perçoivent par rapport à comment nous on pense qu'on est. Donc ça implique quand même, comme tu disais, on se dévoile à quelqu'un, donc ça implique déjà de choisir quelqu'un en qui on a confiance. Oui, tout à fait. Clairement, de toute manière. Et puis, effectivement, c'est un peu étrange. J'ai fait cette démarche avec un ami où j'avais lu le livre de Simon Sinek, Trouver son pourquoi. Ouais. Alors, on n'a pas encore fait l'exercice parce que je suis passé à autre chose. Et puis, mais il faut vraiment que je le fasse, où justement, il faut trouver quelqu'un de confiance qui va devoir nous poser un certain nombre de questions, peut-être comme ils nous perçoivent, pour avoir un regard extérieur sur qui on est, pour nous aider à définir notre raison d'être ou exprimer finalement notre raison d'être par rapport à la manière dont on est perçu. Et c'est vrai que c'est un super conseil. Je vais peut-être le faire. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé faire cet exercice. Et des fois c'est même un peu gênant les réponses qu'on reçoit parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir plein de compliments et là autant d'un coup comme ça. Mais ça fait du bien aussi. Et puis ça nous montre qu'en fait finalement on n'est pas comme on pense qu'on est, ou alors ça confirme des choses qu'on pense être et puis on se dit en fait ça se voit de l'extérieur. Et sur la base de la perception que les gens ils ont de nous, si c'est pas quelque chose, si c'est pas cette personne-là qu'on a envie d'être, après on sait sur quoi on peut travailler aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que si tout le monde nous dit qu'on est méchant, puis qu'on n'a pas envie d'être méchant. Voilà, ou qu'on croit qu'on est gentil, et puis qu'on se dit non, attends, je vais pas travailler sur ça, je suis trop gentil, etc. Mais c'est vrai que c'est un excellent exercice. Et tu recommanderais de le faire avec plusieurs personnes ? J'en parlerai plus tard, mais là je peux déjà répondre à la question. Carrément 15 à 20 personnes. Ah ouais, faut y aller quoi. C'est un 360 degrés quoi. Exactement. À force de vivre potentiellement dans différents environnements, on peut être dans un environnement justement où on est plus ou moins stimulé, enfin on sent qu'on est stimulé, et des environnements où on détecte de la négativité. Quels seraient les signes avant-coureurs, s'il y en a, qu'on pourrait voir envers nous-mêmes, qui pourraient indiquer qu'on est en train de basculer ou de perdre pied ? Soi-même, on peut déjà sentir qu'on est moins bien. Après, pour les détecter, ces signes avant-coureurs, je dirais de s'observer, autant le comportement que le langage, parce que le comportement et le langage en disent énormément, vraiment beaucoup. Et puis, de noter les moments où on se sent moins bien, où on a moins confiance. Et puis, très souvent, il y a des éléments déclencheurs. Et puis, essayer de mettre le doigt dessus sur ces éléments déclencheurs. Et puis après, donc parler autour de soi si d'un coup on a besoin de... parce que des fois aussi, de poser la question justement à d'autres personnes, elles voient les choses un peu différemment que quand nous on est dans notre mal-être. Toi, tu tiendrais un carnet, comme pour le carnet alimentaire, tu tiendrais un carnet de l'humeur ? Sur une courte période, oui. Pas sur du long terme, parce que je pense pas que je tiendrai. Mais de se dire, pendant une semaine, une semaine, ça en dit long sur nous. Ou alors 5 jours, si on pense qu'une semaine c'est trop long. Après, c'est de noter vraiment des mots-clés. Il n'y a pas besoin de faire toute une dissertation sur sa journée ou comme ça. C'est plus de se rendre compte des moments où on se sent moins bien, où il se passe quelque chose d'un peu moins positif. Et puis de s'arrêter là-dessus et de se dire, ok, maintenant, pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui vient de se passer avant ? Et peut-être qu'on a eu justement une pensée qui a fait que ça a fait un peu effet boule de neige sur l'émotion, sur tout ça, ce que j'ai dit avant, après aussi sur le comportement. Donc vraiment, de s'observer, c'est vraiment un très très bon moyen de détecter plein de choses. Tu fais cet exercice pendant 30 jours. Waouh. C'est dans le cadre d'un épisode de podcast qu'il faut que je monte parce que ça va me prendre une éternité, mais c'était un épisode de 30 jours où le matin je parlais de ce que j'avais prévu de faire de ma journée, donc genre aujourd'hui à telle et telle date j'ai prévu de faire ça, etc. Et le soir je faisais le bilan de ma journée. Ah ouais. Parce que j'ai énormément de choses que j'ai envie de faire dans mes journées. Oui. Et très souvent, quand j'arrive le soir, je me dis, chier, j'ai pas fait la moitié. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Et je ressens bien souvent la sensation, justement, de pas forcément avoir été productif. Et puis, j'ai l'impression d'être en train de chasser mes rêves.
Et Ouais. puis, quand j'arrive le soir et que je me dis, zut, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, des fois, j'ai peut-être tendance un peu à rentrer dans ce côté un peu négatif. Ça m'empêche pas de dormir, je te rassure. Mais le fait d'avoir enregistré matin et soir, pas forcément mes sensations, mais ce que j'avais prévu de faire et ce que j'ai fait le soir, ça me permettait aussi bien souvent de me dire, j'ai pas fait ça, Mhm. mais en revanche, j'ai fait autre chose. Ouais. Et le fait de dire ou d'écrire ce qui n'a pas fonctionné, alors plutôt que de l'écrire et puis d'attendre dans 6 mois pour l'analyser, c'est aussi un moyen de mettre en place directement dès le lendemain une action pour corriger ce qui n'a pas été. Et Ouais, ça, de ça marche rebondir, aussi ouais. pour le cahier alimentaire, Oui. où tu te dis, bah, je vais essayer de suivre un peu mon alimentation, tu vas écrire ce que tu manges tous les jours, mais si tu es plutôt dans une démarche proactive, plutôt que de juste noter, et puis on te dit que la moitié de l'assiette est censée avoir des légumes, si à midi tu l'as pas fait, bah, le fait ou tu l'as pas fait pendant toute une journée, le fait peut-être de noter ce que tu as mangé, inconsciemment tu vas dire, tiens, j'ai pas noté les légumes. Ouais, Et demain, tu te diras, bah, il faut absolument que je note les légumes. Et tu vas exactement. te faire un petit challenge comme ça. Oui, ouais, c'est ça, en fait, tu vas un peu compenser, Oui. enfin, ouais, ou améliorer, justement. Après, ben, c'est clair qu'il n'y a pas tout qui doit être toujours parfait au niveau de l'alimentation, ou même Mm. des journées, ben, des fois, il y a des imprévus, voilà, qui nous tombent dessus. Mm. Après, ben, comme tu disais, entre ce que tu penses faire de la journée et ce que tu as fait le soir, Mm. des fois, si ça n'a pas fonctionné, c'est aussi de voir, finalement, comment la journée s'est déroulée. Mhm. Et peut-être que les priorités aussi ont été mal mises. Mhm. Et puis ça peut aussi donner des pistes. Mhm. Clairement. Et un des enseignements majeurs que je voulais pas voir, c'était que je me fixais beaucoup trop d'objectifs. Ah oui. Mais souvent on le fait parce qu'on pense Voilà. qu'on est des super. Voilà, tu vas pouvoir switcher, tu vas faire 1 heure de ça, 1 heure de ça, 1 heure de ça, 1 heure de ça, puis en fait, dans la réalité, ton heure va pas se passer comme prévu, il y a autre chose qui va arriver, et puis bah, ça va pas marcher. Tu vas te retrouver le soir et tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Ah, allez, vas-y, je fais encore un peu, et puis 22h30, tu vas au lit, et puis le lendemain matin, t'es éclaté. Ouais, exactement, ouais. Puis ben justement, de noter, ça permet Mhm. de te rendre compte qu'en fait, il y avait juste trop et Mhm. de pouvoir mettre moins ou Mhm. différemment le jour d'après ou les jours suivants. Et c'est génial. Mhm. Bah, comme quoi, ces carnets, c'est quand même quelque chose de juste génial. Oui, mais il faut être discipliné quand même, je Oui, trouve. à la Et moindre. le mettre en vue Mhm. pour pas oublier, parce que si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, ben ça passe vite à la trappe parce qu'on n'y pense juste pas. Donc Mhm. vraiment toujours le mettre Mhm. en vue ou alors se mettre des alarmes aussi pour pas oublier. Et vu qu'on n'est pas forcément justement toujours motivé pour tenir notre propre carnet, quels seraient les mécanismes pour nos proches ou nos amis qui pourraient indiquer justement qu'on est en train de prendre pied? Qu'est-ce qui pourrait éveiller leurs soupçons? Ben là comme ça, je dirais peut-être un peu de l'agressivité, un peu Mhm. de l'agacement, peut-être aussi la fatigue. Mhm. Après, ben plus on est fatigué, plus on est irritable aussi, et plus on voit les petites choses deviennent énormes. Et je pense que ça peut être quelque chose à... Ouais, quand même un signal d'alerte. Mhm. Et on fait une intervention. Exactement. C'est ça. Mais pour éviter d'avoir en arrivé là, est-ce que tu aurais des solutions, des exercices, 3 exercices pour améliorer son self-esteem ou alors améliorer notre confiance en nous et par ricochet qui pourrait faire partie de la préparation mentale? Ben oui, alors comme premier exercice que je peux dire, ben, c'est celui que j'ai expliqué avant justement, d'envoyer un message à 15-20 personnes de son entourage, donc à qui on a confiance, pour leur demander de citer 3 à 5 qualités qu'elles voient en nous. Donc vraiment de formuler le message comme ça la personne elle sait ben, ce qu'elle a à faire. Mhm. C'est pas trop flou, c'est vraiment Mhm. ben, donne-moi 3 à 5 qualités que tu vois sur moi. Mhm. Et puis après, ben, ça arrive qu'il n'y a pas tout le monde qui répond, parce Ouais. que des fois on lit le message et puis on ne répond pas forcément. Pas hésiter à rappeler les gens si on voit qu'on a juste 3 réponses, on se dit qu'on peut les relancer. Ouais. Et puis après, ben, comme deuxième exercice, ben, je dirais de comparer ce qui est comparable. Mhm. Souvent on se compare à d'autres personnes alors que on n'a juste pas la même vie, on est vraiment complètement différents et on a vraiment cette sale tendance à comparer tout ce qu'on peut comparer mais qui est pas sur le même niveau. Mhm. Donc toujours comparer vraiment ben, nous à nous. Enfin, c'est ça en fait, de nous maintenant à nous avant ou de là où nous on veut aller. Enfin vraiment de toujours recentrer ça sur nous plutôt que de nous comparer à la voisine qui va courir 6 fois par semaine puis que nous on arrive à peine à faire une séance.
bah, elle a peut-être une autre gestion de son temps, elle a peut-être pas d'enfant, enfin on sait pas. Oui. Donc vraiment toujours comparer ce qui est comparable. Et puis sinon, bah, comme troisième exercice, ben, c'est de noter des expériences qu'on a faites par le passé où on s'est senti en pleine confiance, parce que bah, il y en a forcément. Si on creuse, on en trouve toujours. Et puis bah, d'analyser, de comprendre ce qui a fait qu'on s'est senti comme ça, en confiance, et de pouvoir réitérer l'expérience et même bah, la reproduire sur d'autres situations. Ça, c'est aussi, bah, de nouveau, c'est d'écrire dans un carnet. Ou, voilà. Puis après, bah, j'ai aussi un quatrième exercice, si j'ai le droit d'en citer un quatrième. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est la posture, on n'en parle pas beaucoup, mais de faire attention à sa posture. La posture joue un immense rôle sur nos émotions, sur comment on se sent. Parce que ben, quand on se tient droit, le buste en avant, la tête haute, ben, on a une toute autre émotion, on a un tout autre état d'esprit que si on se tient un peu voûté et puis qu'on regarde par terre. Et puis même si d'un coup on fait juste un petit sourire sur le visage, ben, ça fait tout de suite... ça a une répercussion sur tout le corps, sur les émotions. Et c'est vrai que la posture, c'est vraiment top. Si un jour on ne se sent pas très bien, ben, juste de se redresser et de se dire, même se dire à l'intérieur de soi ben, que ça va le faire et tout, puis ça donne tout de suite un autre élan. Et puis j'ai même une cinquième idée, si... Allons-y, allez c'est parti. J'ai plein d'idées pour ça. Donc bah, c'est de prêter attention à nos pensées et puis de choisir uniquement celles qui nous valorisent. Et on n'est pas obligé de croire toutes nos pensées. Ça, c'est quelque chose à pas oublier. Oui. C'est qu'on peut vraiment choisir quelles pensées on va croire. Et puis c'est bien de choisir les pensées qui valorisent et pas celles dans lesquelles on se rabaisse. L'une des plus difficiles, je dirais, c'est peut-être celle-là, celle de se valoriser, parce que si on est, je dirais, dans un cycle d'évaluation, d'autodévaluation, on s'auto-sabote, c'est délicat d'essayer de trouver des choses positives quand on regarde à l'intérieur de soi-même. C'est pour ça que le type, c'était 15 personnes. Bon, il faut que j'arrive à trouver 15 personnes quand même. Ouais, mais t'as sûrement ça dans ton répertoire. Qui me prennent pas pour un cinglé, je sais pas, faut que je regarde. 15 personnes qui me prendront pas pour un cinglé, qui accepteront de répondre. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très, très... C'est une très bonne idée. Oui. Une très bonne idée. Et puis, tu parlais également d'un moment où on s'est bien senti. Typiquement pour quelqu'un qui a déjà vécu une préparation sportive ou qui s'est préparé pour un événement ou qui se prépare pour la présentation d'un immense projet, et si ça s'est bien passé, ça c'est un excellent exemple. Oui, exactement, ouais. D'ailleurs là j'ai un exemple tout récent. Je suis en train de suivre une personne qui prépare le marathon de Verbier. C'est 42 km pour 3000 mètres de dénivelé positif, donc c'est juste un truc énorme. Elle a 49 ans, c'est un challenge qu'elle se lance. Et puis là, on fait la préparation mentale. Et puis le week-end qui vient de passer, elle a fait un trail de 34 km, 1560 mètres de dénivelé positif. Et puis avec tout ce qu'on a pu mettre en place comme outils, qu'elle a pu tester, en fait, elle a vraiment pu les tester en grandeur nature pendant son trail. Et puis elle a vraiment, ça s'est vraiment bien passé. Elle a justement, dans les moments compliqués, elle a réussi à switcher. Oui. Et ça, c'est quelque chose, justement, qu'elle peut se rappeler de ces moments qu'elle a été capable, qu'elle a réussi à faire sur son marathon à Verbier. Dans les moments difficiles, vraiment, elle part avec plein de points de confiance en elle par rapport à ça. Et ce qui est assez impressionnant, je parlais de la puissance du mental, c'est que, je crois, le jour d'avant, son trail, elle m'a écrit un message qu'elle était au fond du lit, qu'elle n'était pas bien. Et que qu'elle se dopait en médicaments pour quand même pouvoir prendre le départ le lendemain. Et puis, donc moi, j'ai pas réagi. Je me suis dit, j'attends qu'elle me redonne des nouvelles, savoir si elle est partie ou pas sur son trail. Et oui, alors en fait, tout s'est bien passé. Et puis le jour d'après, elle a été à la pharmacie et en fait, elle était positive au Covid. Et ce qui était très intéressant, c'est que si elle avait su ça avant sa course, je pense qu'elle ne serait pas partie, ou alors ça se serait moins bien passé. Oui. Et c'est là où je trouve que le mental, c'est juste incroyable. Et c'est une super histoire. J'ai vu ce post d'ailleurs sur Insta. Tu l'as mis hier ou aujourd'hui? Oui, exactement. Ouais, c'est juste la course qui s'est passée, les 30 kills qui sont bien passés. Je ne savais pas qu'elle préparait une course plus grande. Oui. Et typiquement, dans la préparation mentale pour une compétition,
comment ça se passe? Admettons, je vais faire... je me prépare pour Sierzinal. Oui. Pas pour cette année, vu que je me suis fait refouler à l'entrée, il n'y a plus de billets. Je me prépare pour Sierzinal l'année prochaine et j'ai vraiment envie de faire en sorte que ça soit le meilleur Sierzinal que j'ai jamais fait. Ça sera la 4e fois que je vais faire cette course. J'ai un job à plein temps. J'ai une femme, j'ai 2 enfants, je suis conseiller communal, j'ai un podcast. Comment est-ce que tu vas attaquer la préparation mentale avec moi? Alors déjà, c'est de voir quel est ton objectif pour cette course. Si c'est de la finir, après tu viens de dire que tu as envie de faire ta meilleure course. Donc là, ça va être la préparation physique qui va être importante, de mettre en priorité ton entraînement. Enfin, de le mettre peut-être pas la priorité numéro 1, mais vraiment dans les priorités assez hautes, quitte à négliger ta famille pendant le temps de la préparation, mais pas complètement non plus, hein. Sinon ils vont pas être contents. J'imagine. Mais vraiment d'essayer de dégager le maximum de temps pour t'entraîner, parce que sans entraînement tu vas pas pouvoir faire, sans un bon entraînement tu vas pas réussir à faire ta meilleure course, sauf si vraiment il se passe un truc magique, mais c'est pas souvent le cas. Et puis toi tu as l'avantage aussi de l'avoir déjà faite cette course, donc tu connais déjà le parcours, tu sais potentiellement où sont tes difficultés. Et tu peux déjà te préparer mentalement à ces difficultés, à mieux les appréhender, les appréhender d'une manière différente. Peut-être que chaque fois tu les as vécues de la même manière. Et là, ça va être justement de voir ça différemment et de te préparer différemment pour ces difficultés. Et puis de voir aussi tout ce qui a moins bien été dans tes précédentes courses. Et puis de travailler vraiment sur ces points clés. Ça implique... à nouveau justement un travail d'introspection, donc analyser les différentes préparations, comment ça s'est passé. Typiquement il n'y a pas forcément eu de préparation la première fois, la deuxième fois non plus, et la troisième fois non plus en fait finalement. Donc la préparation c'est pas trop ça, mais il y a un élément essentiel que tu as cité et qui n'est pas forcément que de la préparation mentale. Ça génère de la charge mentale, mais c'est pas que de la préparation mentale. C'est quand tu as dit négliger la famille. Alors, on est d'accord, il ne s'agit pas de négliger la famille. La mettre passer un peu moins en priorité. C'est un projet de famille en fait. Oui. Si je veux faire le meilleur Sierzinal que j'ai fait de ma vie, il faut que ma famille elle soit derrière moi. Il ne faut pas qu'elle vienne courir avec moi, mais il faut qu'elle ne m'empêche pas de courir. Voilà, qu'elle t'encourage et qu'elle te dise, on sait que pendant un certain temps, ça va être différent, parce qu'une préparation pour Sierzinal, ça va pas prendre 6 mois, en principe. C'est quand même un peu plus court. Après, ça dépend aussi de si tu cours déjà régulièrement, tu as peut-être déjà fait des courses avant Sierzinal pendant l'année, donc c'est déjà un peu des préparations que tu as faites. Donc après, c'est un peu de faire des ajustements. Et tu ciblerais... Et je dirais, le premier tiers, c'est une montée de 1000 mètres, 1300 mètres, je crois, sur 4 kills. Ah ouais, donc c'est une bonne montée. Voilà, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui ne connaît pas Sierzinal, il a un avantage parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Sauf s'il regarde le profil de course avant. Oui, mais même quand tu regardes le profil de course, c'est pas la même chose que quand il y est. Ah non, c'est sûr. Ouais. Et puis, je suis quelqu'un qui... alors, je cogite pas beaucoup, mais je sais que les montées, c'est clairement ma faiblesse. Donc, préparation mentale... préparation pour cette course, je sais que je vais devoir manger des montées, mais comment est-ce que tu vas m'amener, pas aimer les montées, je sais pas si c'est possible, mais comment est-ce que tu vas m'amener à me dire, quand je vais arriver devant cette première montée, ça y est, je vais tout casser? Déjà, c'est de pas t'imaginer directement en haut, le haut de tes 4 km à 1000 mètres, te dire non, mais il me reste encore tout ça à faire, mais vraiment, en fait, te focaliser sur toi maintenant, et sur vraiment un pas après l'autre, te focaliser sur chaque pas que tu fais qui t'amène en direction du haut de ces 1000 mètres, et puis te concentrer sur toi, sur ta respiration, vraiment te recentrer complètement sur toi, pour justement faire abstraction de toutes les interférences négatives qui peuvent avoir si tu commences à partir dans le mental, où tout d'un coup tu es à la moitié, puis tu dis je suis qu'à la moitié. Donc vraiment, dès qu'on part là-dedans, c'est de tout de suite se recentrer sur soi et de se dire maintenant, ok, c'est quoi la prochaine étape? Et puis ça recentre tout de suite, je trouve. Donc il y a un gros travail de préparation de la course.
en tout cas du profil de la course et des moments clés de la course avant le début. Oui, et très souvent, on a beaucoup d'éléments comme les profils de course. Et la personne qui se lance dans un trail, en général, elle a quand même déjà fait du dénivelé, donc elle sait comment elle fonctionne, comment elle réagit dans les dénivelés, ou même pendant les courses, on connaît son fonctionnement, là où sont nos points faibles ou pas. Donc c'est toujours intéressant de mettre le doigt dessus, puis de voir comment on peut justement améliorer ça pour la course. C'est un excellent conseil. Je ne fais pas partie des gens qui analysaient les parcours jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ce qui m'a fait défaut. J'étais un peu tête brûlée. Ça m'a joué quand même des tours. Ouais, après, ça peut être à double tranchant. Si tu as l'effet de surprise, ça peut très bien se passer comme pas. Donc après, ça dépend de nouveau de la personne. Ça dépend clairement du parcours. Là, j'ai en mémoire le Villars Ultrax, le marathon de trail que j'ai fait en 2021. Ça commence à dater. Où je croyais que c'était juste courir un marathon dans la montagne. Mais il y avait 3000 et quelques mètres de dénivelé. Ah ouais, quand même. Et je pensais que je ferais 6 heures comme ça, j'ai fait 10 heures. Ah ouais. Donc quand tu penses que tu as fait 6 et que tu arrives à 7, tu te dis je vais arriver à 8. Quand tu as 8, tu te dis wow, j'ai encore tout ça à faire. Franchement, tu commences vraiment à te dire qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui m'a pris. Alors, comme à chaque fois que j'ai fait une course. Oui. Mais sauf que cette fois-là, je pensais vraiment que j'allais pas aller au bout. Ah ouais. Dans ce cas-là, tu peux penser au prochain ravitaillement, te dire voilà, la prochaine étape, c'est le prochain ravitaillement, puis vraiment de te focaliser là-dessus. Et puis une fois que tu fais ton ravito, tu repars sur le prochain, parce qu'il y en a quand même tous les temps de kilomètres. Oui. Et ça peut être un bon élément. Après aussi de se concentrer sur ses foulées, sur sa respiration. Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant. Puis ça, de nouveau, c'est ce que je disais avant, ça empêche de partir dans des pensées qui nous pénalisent ou d'observer le paysage. Ou aussi, si on trouve le temps long, ce qu'on peut faire, c'est de se dire maintenant, je vais chercher tout je vois du rouge. Oui. Donc vraiment faire un peu des espèces de jeux comme ça qui passent le temps. Oui. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est le super conseil que je me réjouis de mettre en pratique dans ma future préparation. Parce que j'ai vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là, je dirais. Ouais, mais vraiment pas négliger la préparation physique parce que le mental est puissant, mais le physique est aussi important quand on prépare une course. Puis aussi tout ce qui est le côté alimentaire aussi, d'être bien préparé aussi au niveau de l'alimentation, d'avoir des bons conseils et tout ça. Ouais, parce que clairement, face à un coup de mou, là effectivement il y a des chances qu'on puisse pas faire grand-chose. Là le mental il nous tire un moment, mais après... Il peut aller très loin, mais il a quand même ses limites. On est d'accord, on est totalement d'accord. Si je résume ce dont on a parlé aujourd'hui, on a vu que la préparation mentale, elle est là dans de nombreux domaines, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde du sport, où on l'associe le plus régulièrement. C'est extrêmement important, la manière dont on se perçoit nous-mêmes déjà à la base et les comportements qu'il y a dans nos environnements, dans l'école, dans le monde du travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va résonner encore dans ma tête pendant un moment, mais c'est vrai qu'on est peut-être dans une société où on cherche à toujours mettre en avant ce qui n'a pas été plutôt que de mettre en avant ce qui a été juste. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir sa perception de soi pour ressortir les éléments positifs et puis pour finalement conserver cette confiance en soi. Il y a des mécanismes aussi dans lesquels on peut rentrer qui font que petit à petit on peut se retrouver à faire pied. Il y a des mécanismes qui peuvent faire que petit à petit on peut aussi perdre pied. À nouveau, justement, je reviens à l'entourage, des petites remarques acerbes, la perception, etc. Tu nous as donné des super conseils en tout cas pour améliorer notre self-esteem. Oui, je vous encourage d'ailleurs vraiment à faire les exercices. Je vais faire la liste des 15 meilleurs amis que j'ai et puis ce soir les copains, les messages y partent. Mais c'est vrai que c'est un très très bon point. Et puis c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Et un autre élément aussi que je retire et où je me dis qu'il va falloir peut-être que je m'y remette, c'est finalement ce carnet de notes. Même écrire
un petit mot-clé par jour, nutrition top, enfin plus, ou enfin une note de 1 à 10, je sais pas, nutrition un temps, et puis la petite remarque sur qu'est-ce qu'on va faire différemment le lendemain. Oui. C'est déjà progresser petit à petit, puis rentrer dans un cercle vertueux où c'est les petites victoires qui font qu'à la fin, on va se dire « Yes, je suis arrivé ». Oui, exactement, ouais. Et on peut aussi, comme 6e exercice, Décidément. de noter pendant, par exemple, 30 jours, si on prend les 30 jours, ou 3 semaines, c'est égal, chaque jour, 3 choses où on est content d'avoir fait, où on est fier de nous, et à la fin de la semaine, de sortir 2 éléments de toute la semaine qui vient de passer, les 2 éléments qu'on retient, sans forcément tout relire notre liste, mais vraiment de ce qu'on retient de notre semaine. Et puis ça, c'est aussi des choses qui nous obligent à voir finalement le positif de ce qu'on fait de bien et qui va nous valoriser et puis forcément avoir un impact sur la confiance en nous. Je vais m'y remettre. Et puis, tu as gentiment offert un cadeau à une auditrice ou un auditeur qui écoute cet épisode de podcast. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'ils t'envoient les informations. Ils ont la possibilité de t'envoyer un message. Donc, je mettrai le lien de ton email dans la description de l'épisode. Et l'idée, c'est qu'ils parlent un peu de leur projet, de ce qu'ils aimeraient changer dans leur vie. Oui, ce qui coince en ce moment chez eux. Vraiment une problématique qui est pénalisante, qui vraiment qui les dérange sur le moment. Et toi, tu leur proposes un coaching de combien de temps ? De 30 minutes. Et puis, ça peut paraître peu, mais en 30 minutes, on fait énormément de choses. Surtout si on prend des notes. Oui. Non, on peut vraiment faire discuter plein de choses en 30 minutes. Après, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. On va pas mettre un chrono. Et puis, pendant ces 30 minutes, moi, je donne des conseils, des choses que la personne peut tester pour améliorer sa situation actuelle. Après, de nouveau, moi, je propose des choses. C'est à prendre ou pas. Et c'est toujours quand on met en application les choses que les choses se passent, qu'il y a des changements. Donc après, c'est moi je fais une partie et la personne fera l'autre partie d'elle-même. Donc juste me transmettre l'adresse email et puis la situation qui pose problème sur laquelle en fait ils ont besoin de mon aide. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau. Mais avec plaisir. Et merci beaucoup d'être venu nous parler de coaching mental aujourd'hui. C'est quoi tes actualités actuellement ? Alors mes actualités, en fait je suis à fond dans la préparation mentale. Ça tombe bien, c'était l'épisode du jour. Oui, excellent. Ouais. Donc là je suis vraiment en train de faire un virage. Où je pars vraiment dans tout ce qui est mental parce que je trouve que c'est tellement intéressant. Puis au final, c'est ce que moi j'aime faire. L'épisode qu'on avait fait il y a quelques temps, je disais que je travaillais uniquement avec des femmes. Et là, j'ai ouvert aussi pour les hommes. Parce que c'est vrai qu'il y a... je remarque qu'il y a quand même des hommes qui me suivent. Et on m'a déjà dit « Ah, c'est dommage que tu fais que les femmes parce que moi, j'aurais bien fait des coachings avec toi. » Et puis je pars l'idée que même les hommes qui se sont concernés par ma manière d'aborder les choses, de ma sensibilité, tout ça, ça va fonctionner. Et c'est clair que la préparation mentale, je dirais, c'est quelque chose qui touche toutes les strates. Oui. Il n'y a pas de différenciation de genre, quoi. On est, là, pour le coup, on est tous au même niveau. C'est sûr que la perte de poids, c'est quelque chose, c'est une thématique qui est matraquée chez les femmes. Ouais. Mais la préparation mentale, là, pour le coup, tout le monde en prend pour son grade. Oui, c'est ça. Et puis avec la préparation mentale, je trouve, c'est pas comme si on va faire une séance de psy, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, suivant les situations, même si on est dans des situations qui sont très, très négatives, on se sent vraiment très mal, même sans psy, même sans médicaments, juste en changeant des choses, en changeant un peu son mode de vie, des façons de fonctionner, de prendre conscience de différentes choses et justement de faire des exercices, et on a vraiment des très bons résultats. Donc franchement, moi je trouve ça bien. Je me réjouis en tout cas de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Je te souhaite un super bon vent et puis merci beaucoup d'être venu me rendre visite. Tu reviens quand tu veux. Oui, avec plaisir. T'oublies pas les fraises. J'oublie pas les fraises, mais
il faut que ce soit à la bonne période. Ouais, exactement. Je crois que j'ai repéré un peu le bon moment, c'est bon. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir. À très Merci bientôt. à toi, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.